Eh bien, salut à tous les amis de la Rivière Blanche et bienvenue une dernière fois sur cette île. Alors, comme d'habitude, j'ai eu envie de faire avec vous un petit débrief pour visiter l'île, voir ce qu'on aurait éventuellement raté et parler de ce qu'on a aimé un peu moins sur cette partie, donner mon avis général. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Et puis on verra, on améliorera peut-être les futurs du Gradius Story grâce à vos idées. Donc ici, je vais vous présenter d'abord l'île. Regardez-moi ça si elle est pas belle. Alors, on va aller faire un petit tour dans les airs. Ça va nous permettre de voir à quoi ressemblait l'île dans sa globalité et ce qu'on aurait éventuellement manqué. En faisant ça, on va en profiter pour discuter un peu. Alors, pour rappel, on avait débuté ici. Et le Giro se trouvait vraiment à côté de nous. Donc, comme vous le voyez, la carte n'était pas très grande. 9 km², et on est loin d'avoir tout découvert. On n'aura même pas été dans le biome neige. On va aller le plus haut possible, ça nous donnera une bonne vue. Donc comme vous le voyez par là, c'était le bord de map. L'île s'enfonçait par là. Là-bas le biome neige, on n'aura jamais réussi à l'atteindre. Et là-bas le désert. Voilà, le biome neige était vraiment dans un quad map. Donc on aurait peut-être pu y aller, il aurait suffi éventuellement que je trouve un bocal d'eau pur, ou alors éventuellement que j'arrive au stade de la forge. Avec une marmite, je rappelle, j'aurais pu faire de l'eau pure, il faut jamais quelques livres, on en avait trouvé un, il aurait encore fallu avoir 2-3 livres. Et si on avait pu faire de l'eau pure, eh bien j'aurais pu faire déjà les sérums de biome, et j'aurais pu facilement me diriger dans le biome des cendres et dans le biome désert. Ça m'aurait au moins permis d'accéder au biome neige. Alors d'ici, on fait pas très bien la différence entre le Vastland et le biome brûlé. On s'approchera pour faire la différence. Et vous voyez, on voit la base. Alors c'est aussi quand on s'élève comme ça qu'on peut voir que finalement l'île n'était vraiment pas très grande. Hein. Regardez autour de vous, on voit que le désert, il est là-bas. Donc c'était aussi un avantage de cette partie, c'est qu'en une journée, je pouvais facilement, c'est une manière de parler, aller jusqu'au désert et éventuellement même revenir sur la même journée. Bon, entre-temps, j'aurais pas fait grand-chose là-bas. C'est pour ça qu'on avait installé une seconde base là-bas, pour éventuellement passer 1 ou 2 nuits, ce qui évitait les allers-retours. On voit le rift. Alors vous voyez, ce rift était très embêtant quand j'allais vers le sud, parce que soit je passais par la droite, et je pouvais faire une ligne droite, soit je passais par la gauche, et là j'étais vraiment embêté. J'étais obligé d'aller jusque dans les montagnes. On va d'abord se diriger par là, et on va aller voir éventuellement ce qu'on aurait raté vers le sud. Ah oui, d'ici on fait vraiment pas la différence entre le Vastland et le biome brûlé. Alors, mon avis sur la partie. Très franchement, j'ai adoré jouer cette partie. C'était rapide, je pensais que ça pouvait même être plus rapide si je mourais. Mais bon, on a survécu, c'était pas si facile que ça, on n'avait rien dans la ceinture en débutant, et c'est là qu'on voit que même en gardant un loot à 100%, les parties à 7 days quand vous voulez jouer survie, sans aucun POI, c'est beaucoup plus difficile. Parce que là, c'est vraiment le hasard qui joue, c'est le hasard des sacs que vous pouvez récupérer sur les éventuels Z que vous tuez. Et ça, c'est pas vous qui décidez, c'est vraiment le hasard. Alors bien sûr, il y a des moyens de faire varier ça. Quand vous investissez des points, vous avez plus de chances d'avoir des livres d'un type ou de l'autre. Mais ça reste quand même soumis à de l'aléatoire et c'est vraiment très plaisant. Parce que quelque chose qui est vraiment formidable dans ce genre de partie, c'est que dès que vous trouvez un sachet poubelle, quelque chose qui est quand même hyper commode dans une partie de Seven Days to Die, vous avez l'impression de découvrir un véritable trésor. Bon, la brume, ça fait pas mes affaires. Voir de la lumière, merci. Bon, comme je le disais avant d'être interrompu par la pluie et de ne plus rien voir, ce qui était vraiment très intéressant dans cette partie, c'est que le moindre sachet poubelle que vous trouvez, c'est vraiment une surprise et ça a tout son intérêt. Alors que dans une partie normale, généralement, quand vous trouvez un sachet poubelle, c'est un objet tellement commode. Dans une partie standard, on passe à côté et à la fin, on prend même plus la peine de les ouvrir. Tandis qu'ici, vu que vous n'avez que ça et de très rares voitures,
et ben ça a vraiment beaucoup plus d'importance parce que c'est les seuls endroits, hormis les sacs des zombies, où vous pouvez vraiment trouver quelque chose d'intéressant. Donc vous pouvez clairement pas passer à côté. En plus, comme on l'a vu en cours de partie, c'est aussi ça qui vous permet éventuellement de récupérer de la matière, comme du papier. À part ça et les dollars, comme on m'avait soumis l'idée, elle était très bonne, recycler des dollars pour avoir du papier. Hormis les cartons que vous pouvez éventuellement déchirer pour avoir un peu de papier, empaqueter la viande était quasi impossible. Donc c'était une très bonne idée, ça donne vraiment cette petite saveur de je me débrouille avec ce que je trouve. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. C'est pareil pour les armes. Comme on débute avec une ceinture vide, eh bien vous comprenez que tout ce qu'on va trouver, tout ce qui va nous permettre de crafter des armes est super important. Donc vous ne pouvez clairement pas passer à côté. C'est aussi pour ça que vous ne savez pas trop où aller, parce que vous ne savez pas ce que vous allez trouver dans les sacs. Et donc si vous trouvez des sacs qui vous permettent par exemple de forger des lances, si vous êtes parti dans une autre arme, c'est beaucoup moins intéressant. Alors c'est sûr que dans les parties survie, c'est quand même toujours plus intéressant d'aller par exemple vers l'agilité en ce qui concerne les armes, parce que comme je l'avais expliqué dans la série Whitebird, si vous ne savez pas ce que vous allez trouver, agilité, ça vous donne quand même plusieurs armes, le couteau, le pistolet, les flèches, et les flèches vous pouvez en faire quasi de façon illimitée, et le couteau, eh bien le couteau vous pouvez en faire avec des os, ça se répare facilement et c'est une très bonne arme. De même le 9 mm, eh bien, on trouve très facilement les balles. Donc dans une partie survie, c'est vraiment la caractéristique la plus intéressante. Enfin, du moins, c'est mon avis. Bon, alors, détail intéressant, vous pouvez voir ma base là-bas, près des points d'eau. Et quand on se tourne, on avait trouvé cette rivière. Alors ça, c'est en bordure du biome brûlé. On avait un peu visité ce coin-ci. On va tenter de se rendre là-bas, dans le coin de map. Alors sinon, concernant la difficulté de la partie, je me suis régalé. En Warrior, c'était parfait. Évidemment, le plus dur au début, ça a été de lutter contre la faim et la soif. Bon, la soif, inutile d'en parler, hein, la dysenterie nous a accompagnés tout le temps. Ça aurait été difficile de faire autrement, et encore, on avait pris 3 points en estomac d'acier, donc je vous laisse imaginer si vous n'en prenez pas. Ça peut vraiment être très difficile. Bon, on a quand même eu de la chance au niveau du loot, ça je suis tout à fait d'accord avec Erstor. On a quand même trouvé exactement ce qu'il nous fallait. On a vraiment trouvé les livres, par exemple, qui nous donnent du miel. Dans une partie comme ça vous donne de la bouffe, ça vous donne un moyen de vous soigner des infections. Et on a aussi trouvé une tenue, par exemple, une tenue de nomade, le casque, qui donne aussi un pourcentage de 10% pour éliminer en fait la consommation de calories. Donc éliminer 10% de la consommation de calories, c'est quand même vachement bien. À nouveau, vous voyez dans le quad map, il y avait ce petit lac, avec cette sorte de source. Et ça partait vers la mer. Donc, très joli. Ça fait vraiment partie du genre d'endroit que j'aurais aimé découvrir. Évidemment, pour ça, il aurait fallu que je puisse crafter les tenues. Alors, je trouve que c'est quand même pas mal de garder les tenues. On m'a soumis éventuellement de ne pas mettre la progression de biome. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime encore bien cette mécanique. Ça rend les biomes plus difficiles d'accès. Et justement, ça donne encore plus d'intérêt au loot que vous trouvez pour vous fabriquer, que ce soit les sérums ou que ce soit les tenues. Là, je trouve que les tenues, en règle générale, hormis celles du Vastland, sont pas trop dures à crafter. Donc ça aurait été intéressant. A noter qu'on avait déjà trouvé l'acier qui nous aurait permis de faire notre tenue. On a trouvé plus d'acier que de faire forger. Donc ça aurait pu nous permettre éventuellement de nous faire 1 ou 2 modes. On avait trouvé des recettes. Ou alors même la tenue pour aller dans le Vastland. On va pas se leurrer, c'était sans doute la tenue la plus difficile à réaliser. La tenue du Vastland, ça implique d'avoir du maïs, du super maïs. Et ça, on n'en avait pas trouvé. Alors à mon avis, cette immense rivière, elle sert de frontière avec le Vastland qui se trouve au milieu de la map. A noter que moi j'ai découvert la map en même temps que vous. Hein. Quand je crée mes maps, je fais ça du coin de l'œil. Je regarde pas à quoi la map finale ressemble. Je me fais aider. Je demande à des petites âmes innocentes de me mettre le positionnement des biomes. Alors c'est sûr, je demande pas en échelle, pas en marche, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais sinon, je ne sais jamais où vont être positionnés les biomes. Et ça rend la chose encore un peu plus stimulante et intéressante. Ici, la position centrale du biome, c'était quand même sympa.
Parce que le Vastland au milieu, ça me permettait de faire des petites incursions éventuellement de tous côtés. On va regarder sur la map où on est. Voilà, donc vous voyez, notre base est ici. Et nous sommes ici. Donc on est en train de faire le contour du Vastland. Et on va faire un tour comme ça. Cette fois-ci, la rivière ne semble pas retourner jusqu'à la mer. Elle sature pratiquement tout le biome neige. Donc venir par ici, ça aurait été quand même une difficulté. Parce que ça m'aurait obligé à aller soit là-bas pour passer, soit là-bas. Sinon là, j'aurais dû me tremper. Et vous savez tous que vous trempez quand vous rentrez dans le biome neige, c'est pas spécialement une bonne idée. Il y avait un lac central dans le biome neige. Alors tout en bougeant, ça me fait penser à un truc. J'estime qu'on a quand même eu beaucoup de chance. Parce que quelque part, l'aventure se termine après une vingtaine de journées. Et en 20 jours, je n'ai croisé qu'une seule meute de chiens. Bon, elle a failli me tomber dessus et ça aurait pu faire très mal. À mon avis, c'était fat game. Mais j'estime que j'ai été plutôt chanceux. En fait, j'ai affronté une seule meute de chiens. Et quand on voit que les meutes de chiens dans la série, par exemple Whitebird, on a dû en affronter, je pense, à peu près dans les mêmes journées. Je devais en avoir eu au moins 3, si pas 4. J'étais même avantagé dans la série Whitebird parce qu'on a eu le véhicule assez tôt. Donc, à part quand on était hors du véhicule, on était plutôt à l'abri. Mais ici, il n'y avait pas de véhicule. Donc, si jamais les chiens nous tombaient dessus, ça aurait été nettement plus difficile. Et là, j'ai eu un gros coup de bol. On n'a eu qu'une seule meute. Ou si on en a eu d'autres, on les a pas vus, ou alors on était dans notre base. Ici, on est en bordure de map. Il n'y a pas grand chose. C'est vraiment un coin montagneux. Ah, ça, c'est vraiment intéressant aussi dans ce genre de série. C'est que quand vous voyez les montagnes au loin comme ça, vous avez vraiment envie d'y aller. Mais il n'y a rien. Donc ici, ça aurait été, très sincèrement, ça aurait certainement été une perte de temps. Peut-être éventuellement pour trouver du loot, mais bon, à part quelques sacs, vous n'aurez rien trouvé. Je pense que contrairement au désert et au Vastland, ce qui rend ce biome-ci beaucoup moins intéressant, c'est qu'il n'y a pas de carcasse perdue. Donc au niveau du loot, à part trouver des sachets et à part trouver évidemment des sachets avec un loot plus important, vous avez moins de chance. En tout cas, le loot sera moins concentré. À part venir chasser éventuellement, qui peut être intéressant ici. Et on avait le biome désert qui revenait ici. On va retourner jusqu'au bivouac qu'on avait créé. On n'est pas trop loin du niveau de la mer. Vous voyez, la mer est ici. On est en bordure de map à nouveau. Alors, comme je vous l'ai dit, une map de 9 km², c'est pas très grand. Ça rend la série assez intéressante parce qu'on sait bouger assez facilement d'un endroit à un autre. Et en même temps, quand vous êtes à pied, c'est pas si facile que ça. Alors maintenant, c'est vrai que si on avait trouvé de quoi faire éventuellement la tenue, ça aurait été intéressant. On aurait pu venir par ici, en servant des bivouacs qu'on avait déjà construits. À mon avis, c'est ce que j'aurais fait. Vu qu'ici, il y avait plus de trucs intéressants, notamment les voitures. Vous voyez que des voitures complètes, il n'y en a quand même pas 10 000. Hein. Alors, ce qui rend vraiment ce genre de partie intéressant en survie, moi j'aime beaucoup, il y a des points d'eau. Alors, vous pouvez mettre peu de points d'eau à cette days, il y aura toujours des lacs, il y aura toujours des rivières, et ça peut vous sembler beaucoup. Peu de points d'eau, faut quand même les trouver. Parce que oui, c'est sûr que quand vous voyez la rivière ou le lac comme ça, vous vous dites, il va pas crever de soif. Mais quand vous voyez la distance dans le désert qu'il faut franchir pour éventuellement tomber sur un point d'eau, on est déjà content quand on trouve une petite flaque comme ça pour boire et survivre. Mais comme vous voyez, même si la rivière est grande, faut tomber dessus. Il y avait encore une voiture ici. Très jolie voiture. Ah, là, il y avait de la carcasse. Donc le désert, vraiment très intéressant en fait dans ce genre de partie. Hein, vous voyez, il y a des sacs. Il y a du cactus. Ça permet de se nourrir. Dans ce genre de partie, c'est vraiment très intéressant. Il y a du sac. Ça permet de trouver pas mal de ressources. Alors, ils sont souvent localisés dans des petites zones. Hein. Vous trouvez des petites zones comme ça avec beaucoup de sachets. Et puis de temps en temps, vous pouvez faire des larges portions du désert sans rien trouver. Et ça, j'aime encore bien. Parce que ça vous oblige justement, ça vous pousse à explorer.
vous voyez, on a encore trouvé une zone avec pas mal de sacs. Et souvent, on dirait que c'est rassemblé. On en trouve, mais par paquet entier. Et puis il y a d'autres zones où vous allez aller fureter et vous n'allez rien trouver. On voit notre abri ici. Donc ça, c'est le dernier abri qu'on a construit. On va s'élever un peu pour voir. Voilà, je viens de par là. On a fait le tour. Et voici l'abri qu'on a utilisé. Bon, il n'est pas achevé. Je suis désolé, j'aurais voulu avoir plus de temps pour faire cette présentation. J'aurais voulu peindre la base originale, histoire de vous montrer ce qu'on aurait pu en faire. Là, c'est vrai que je suis désolé, j'ai vraiment pas beaucoup de temps à consacrer. J'ai envie de faire l'épisode pour que le debriefing ne sorte pas des semaines après la fin de partie. Donc je fais un débriefing un peu à l'arrache, j'en suis vraiment désolé, j'ai pas le temps. C'est les examens pour les enfants, j'ai beaucoup de travail. Je déteste ça, mais je vous fais un peu ça à l'arrache. Ah, ici, cet immense lac, on s'en souvient, on avait dû faire tout le tour par l'isthme. C'était quand même sympa. Et comme vous voyez, on n'était pas si loin, hein, le bivouac est ici. Mais en 3 minutes, ça aurait été trop difficile d'aller chercher les voitures qu'on a vues là-bas. Et par curiosité, j'aimerais bien aller voir près de la montagne dans le biome tempéré qui se trouvait ici. On n'est jamais monté. Alors par ici, on était venu. J'aimerais bien monter là au-dessus pour voir s'il y avait quelque chose à trouver. Alors la carcasse, ça je l'avais aperçu. Il y avait une carcasse ici. Voilà, plus haut, apparemment, il n'y avait rien, à part cette brume dégueulasse. Ça est vraiment, vraiment une très mauvaise idée, je déteste ça. On voit que dalle. On va vite aller faire un petit tour dans le Vastland, histoire de voir la taille qu'il avait, histoire de voir si on a raté des trucs intéressants. On se retrouve là-bas. Et on arrive à la frontière du Vastland. Regardez-moi ça comme c'est beau. Wow. Ah, moi ça me donne toujours envie d'explorer. Alors, le Vastland. Donc, comme je disais, ce qui était intéressant avec le Vastland, comme il se trouvait au milieu de l'île, c'est qu'éventuellement, on pouvait toujours faire des petites incursions depuis n'importe lequel des biomes. Et ça, c'était assez sympa. Alors, ça représentait un gros danger, parce qu'on sait ce qui se trouve dans le Vastland, et on n'a pas vraiment envie de croiser ce qui s'y trouve. Mais on pouvait se promener le long de la bordure, et éventuellement faire des petites incursions. Ça donnait de suite la possibilité éventuellement de trouver des bidons d'essence, trouver des épaves. Et dans le Vastland, quand c'était accessible évidemment, les voitures, il y avait du bon loot dedans. Donc cette voiture-ci, on n'a jamais pu y arriver. Il y avait sans doute des trucs de bien là-dedans. Alors comme vous le voyez, le Vastland là-dedans, intéressant aussi. Il y a des bidons. Bidon, ça veut dire de l'essence. En tout cas, comme vous voyez, il y avait de quoi faire. Des bidons à récupérer. Des voitures, c'est pas très loin. Hein. Vous voyez, on est vraiment en bordure. Il y a des bidons. Il y a même du cadavre, en fait. Celui qui aurait été capable de venir se promener ici régulièrement aurait pu trouver ce qu'il fallait pour faire décoller le gyro. Donc je pense que même sans avoir la clé à molette, c'était faisable. Difficile, certes, mais faisable. Moi, en tout cas, un truc que j'aime beaucoup dans ce genre de série, c'est que vous avez pu apercevoir en fait que même sans bouger le niveau de difficulté, là on est en Warrior à 100% de loot, même sans bouger le niveau de difficulté, ben, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas besoin de mettre à 10% de loot, ou simplement parce que ce qui crée l'abondance, en fait, est un peu le défaut de 7 Days to Die, ce qui crée l'abondance pour les personnages, c'est le fait que vous avez des POI partout. Dès que vous diminuez ce nombre de POI, ben, inévitablement, vous avez beaucoup moins de ressources, beaucoup moins de livres, vous fabriquez beaucoup moins vite les armes, et on tombe de suite dans un jeu qui est beaucoup plus survie. Même à 100% de doute, c'est difficile. Il suffit de regarder après plus de 20 jours avec l'équipement avec lequel je termine. J'ai pas grand chose, hein, ni à la ceinture, ni sur moi. Et ça par exemple, c'est un peu le truc que je reproche aux parties qu'on a beaucoup vu à un moment, les parties sans trader. Les parties très difficiles, pas de trader. En fait c'est vrai,
mais c'est vrai uniquement pendant les 2-3 premiers jours. Une fois que vous avez passé le cap des 2-3 premiers jours, il n'y a plus de difficultés. Il y a tellement de POI que vous avez des coffres qui débordent de bouffe, le matériel au final vous allez toujours trouver ce qu'il vous faut, et le trader finalement on s'aperçoit que le trader n'est qu'un accélérateur. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous faire du pognon pour acheter plus facilement des livres, du matos, c'est un accélérateur de partie en fait le trader. Si vous enlevez le trader, certes la partie va aller moins vite, mais il y a tellement de POI qu'à force de faire des POI, de vider des villes, vous allez obtenir tout ce que vous voulez. Donc au final, ça va réduire un peu la vitesse à laquelle vous allez avancer, mais vous allez faire des POI, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Et au bout de 20 jours, je serais curieux de voir un personnage qui a joué une partie sans trader. Rassurez-vous, il n'aura pas beaucoup moins qu'un personnage qui aura joué avec le trader. Tandis qu'ici, vous n'avez pas le trader, mais le fait que vous ayez des POI qui sont soit distants ou, comme ici, complètement inexistants, ça rend chaque découverte importante. Tout ce que vous trouvez, par exemple, dans des voitures comme ceci, dans des sachets poubelles, dans des petits sacs comme ceci, est important. Parce qu'à tout moment, le kit de réparation que vous trouvez, c'est ce qui va vous permettre de réparer votre arme. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez même avoir un fusil level 1, qui est déjà une très très bonne arme. Et une fois qu'elle est capoute, elle est capoute. Vous savez plus rien en faire. Donc à la limite, les armes primitives, les armes en ferraille retrouvent de l'intérêt. Parce que pour des armes en ferraille, il suffit d'avoir un tuyau. Pour un couteau en os, il suffit d'avoir un os. Bref, des ressources dont vous avez accès très très facilement. Donc on voit qu'en visitant le Vastland, il y avait quand même pas mal de véhicules. Et de bidons. Donc ça, c'était risqué. La personne qui arrivait à s'enfoncer dans le Vastland, à se faire un petit abri, à visiter le Vastland. Bon, c'est déconseillé, mais la personne qui est assez courageuse ou folle pour le faire, on va le dire comme ça, avait de bonnes chances de trouver ce qu'il lui fallait pour réparer le gyro, pour remettre de l'essence et pour se barrer. Ouais, il y en avait de la bonne bagnole ici. C'est clairement le biome où vous trouviez le plus de voitures en bon état, le plus de monstres capables de vous ravaler la façade aussi. Mais ici, à mon avis, on a dû louper des trucs. Il devait avoir moyen de se faire un beau petit matériel. Mais bon, dans une série qui se déroule en permadef, vous n'avez pas envie de crever. Et donc, vous calculez ou vous limitez les risques. Et ça aussi, c'est très très bien, parce que vous ne foncez pas dans tout sans réfléchir. Vous savez que chaque décision que vous prenez, elle peut avoir un impact définitif sur votre partie. Et vous n'avez pas envie. Alors ça aussi, le Vastland, pour trouver éventuellement des ressources, du plastique, etc. Ça peut être intéressant. Vous voyez que c'est quand même très limité, hein, des petits endroits comme ceci, on va appeler ça des POI. Bon, on est d'accord, c'est pas un POI. Mais c'est vraiment l'endroit où vous pouvez trouver des ressources que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur cette map. Des bidons, les voitures, les sacs. Vous voyez, il y a ces petites constructions détruites ici. Alors vraiment, en conclusion, moi j'ai vraiment apprécié cette partie, c'était très amusant. Je dois avouer que c'est amusant à faire une fois. Je pense que c'est quand même plus amusant quand il y a quelques POI. Ici c'était vraiment histoire de changer, de faire quelque chose que je n'avais jamais testé. Au moins ici, maintenant, je peux vous dire clairement que c'est possible. Vous pouvez tout à fait faire ce scénario, c'est réalisable. Vous pouvez même faire ce scénario en prenant beaucoup plus de temps que moi, en prenant vos aises, en utilisant votre base pour prendre des périodes de répit, des périodes où vous gagnez des points. Une fois que la culture est lancée, vous avez de quoi survivre. Déjà ici, avec une grille, le maïs, on allait pouvoir faire tourner, on allait pouvoir se nourrir. On n'allait même plus spécialement devoir chasser. Donc j'aurais pu passer des jours à faire des mines souterraines, à faire des puits et gagner des points de compétences pour faciliter ma survie et allonger la partie. Bon, ici, c'est pas le but, j'ai pas envie de faire 50 épisodes, mais pour vous, si vous avez envie de tester en permadef, de faire une partie dans les mêmes conditions, ça peut être très intéressant, hein. Vous prenez le temps. Vous prenez le temps de construire votre base, vous prenez le temps de visiter, le temps de vraiment vous créer un petit abri. Vous gagnez des points, et puis une fois que vous êtes prêt, vous partez en expédition. C'est tout à fait faisable. Évidemment, comme je le disais, ça c'est le genre de partie très très amusante à faire une fois. Je crois quand même que la majorité des du Gradio Stories, moi ce que je conseille, c'est de mettre un minimum de POI.
C'est quand même ça qui est le plus intéressant. C'est toujours une joie de trouver des POI. Moi, quand je joue à des Edu Gradius Story, je retrouve cette ambiance qu'il y avait sur l'Alpha 16 de 7 Days to Die. Quand vous étiez en train de visiter une map, et que en visitant la map, vous étiez stimulé quand vous trouviez un POI. Et ça, malheureusement, dans la version actuelle de 7 Days, dans les dernières alphas, on le perd un peu. On le perd simplement parce que il y a une abondance de POI. Alors c'est très très bien d'avoir plein de POI différents. C'est très amusant pour le joueur. Ça fait une tonne de missions. Mais le problème de ce genre de partie... Qu'est-ce que je fous là, moi? Mais évidemment, comme je le disais, le problème de ce genre de partie où vous avez une abondance de POI, c'est qu'on a un peu trop facile d'accumuler les choses, que ce soit la nourriture, par exemple, qui se trouve n'importe où. On finit par avoir des coffres remplis de conserves qu'on n'use même pas. Ici, j'ai trouvé 2 conserves, j'ai même pas eu le temps de les bouffer parce que ça a terminé la partie, mais c'est les 2 seuls que j'ai trouvés sur toute la partie, sur 23 jours. Donc ça fait quand même quelque chose de se dire qu'on a vraiment du mal à trouver de la nourriture et que tout ce que vous mangez, vous allez devoir soit le produire par la culture, soit le trouver en chassant. Et ça rajoute cet aspect survie. C'est très intéressant. Et ça, vous l'avez aussi dans les autres du Gradius Stories, où vous avez même quelques POI. Le fait que ce soit moins abondant, le fait que ce soit moins fréquent, rend tout beaucoup plus précieux. Donc moi je vous encourage vivement à retester ce genre de scénario. Vous verrez, c'est très amusant. Et pour ceux qui trouvent qu'ils s'ennuient un peu sur le jeu, que le jeu devient un peu trop lisse, qu'ils l'ont retourné de toutes les manières possibles, qu'ils prennent un peu moins de plaisir, testez un de mes scénarios. Mettez-vous au niveau de difficulté qui vous convient, mais testez. Et vous allez voir, vous allez redécouvrir le jeu sous une nouvelle facette. Et c'est vraiment très intéressant. Bon, on va se quitter pour quelques semaines à mon avis. Je vais partir dans un POI avec Santa, me reposer, c'est les vacances, on va prendre du bon temps, du soleil en famille. On sort régulièrement des petites séries et puis il y a des moments où comme ça, subitement, on s'arrête un petit coup, on respire, on va regarder les copains, aller regarder ce qu'ils font, encourager-les sur 7 Days. Encouragez-les sur d'autres jeux si vous aimez ça. Nous, on se retrouve d'ici quelques semaines pour une nouvelle du Gradius Stories. Je vous rassure, en fait, elle était déjà en préparation, en pré-lancement. C'est cette petite série qui est venue interrompre, pour des raisons personnelles. Mais on a un projet avec Airstore, ce sera une sorte de mix de toutes les du Gradius Stories qui ont été créées jusqu'à présent, avec une histoire originale. Et ben voilà les amis, en tout cas moi je remercie tous les auditeurs de la Duke Radio, je remercie tous les amis de la Rivière Blanche qui m'ont suivi, encouragé sur cette série comme sur les autres. On se retrouve bientôt pour une nouvelle série. En attendant, passez de bonnes vacances. Ciao.